Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode, outre l'épisode de présentation, du podcast Philagora. Alors oui, nous avons décidé de le renommer. Bon, le nom reste un petit peu provisoire, hein, mais on verra si jamais on le garde. Donc je suis Théophile, un des deux étudiants en master de philosophie à l'origine de la création de ce podcast. Cet épisode porte sur, donc, vous avez sans doute vu dans le titre, sur Derrida, Jacques Derrida, le penseur. Alors à l'origine, on verra que le mot origine pose problème, mais le penseur qui est un des grands théoriciens de ce qu'on appelle la déconstruction. Hein, notion largement inspirée d'ailleurs du philosophe allemand Martin Heidegger. Je tiens à dire d'entrée de jeu, ne se veut pas une introduction complète à la pensée de Jacques Derrida, ce qui serait d'ailleurs, je ne veux pas dire impossible, mais selon ses commentateurs eux-mêmes, ça se veut presque impossible. Le mot d'ailleurs impossible a une connotation particulière pour Derrida. Donc cet épisode porte plus particulièrement sur la pensée de la signification, du sens du texte chez Jacques Derrida. Dans un premier temps, on peut se questionner sur qui est Jacques Derrida, sur le personnage, l'identité de Jacques Derrida, et on va petit à petit se déplacer vers les fondements philosophiques, on va dire assez globaux de sa pensée. Donc Jacques Derrida est né à El Biar en Algérie en 1930 et il est mort à Paris en 2004 à l'âge de 74 ans. Donc c'est un penseur en multiples facettes qui est probablement l'une des figures les plus célèbres de la fin du XXe siècle, parmi ceux que l'on nomme parfois avec une touche de maladresse les mai 68 arts. Sa pensée est à la fois philosophique, poétique et littéraire, et porte le nom saugrenu de déconstructionnisme, ne pas confondre avec déconstructivisme, qui là est plutôt un courant sociologique ou anthropologique. Donc, incessante remise en cause des positions philosophico-idéologiques et des contextes uniques d'interprétation du sens. Donc ça, c'est le déconstructionnisme, du coup. Rares sont ceux qui s'aventurent dans le vestige labyrinthique du geste déconstructionniste. Derrida, il montre qu'il y a toujours une multiplicité de contextes d'interprétation de la signification structurant l'activité humaine. Par exemple, n'importe quel texte écrit ou on pourrait dire oral, on verra qu'il généralise la notion de textualité, peut être interprété sous l'angle religieux, sous l'angle historique, psychologique, sociologique, on pourrait même dire physique, mais même sous l'angle d'un vécu d'expérience. Hein. Euh, et donc voilà, l'activité humaine est porteur d'un sens, d'une signification euh, qui se retrouve d'ailleurs dans ces textes. Donc comme une tentative de déconstruire des appartenances à la réalité du monde qui, pour Derrida, nous échappent, il reste difficile en réalité de parler de philosophie derridienne, vu que la déconstruction vise justement par un travail sur les marges de ce qui est oublié, à une mise en abîme de ce qu'on appellera et de ce qu'il appelle lui-même la métaphysique de la présence qui a trait à la philosophie. Euh, pour le dire rapidement, la métaphysique, c'est une sous-branche de la philosophie, anciennement appelée philosophie première par Aristote, qui traite de la structure fondamentale de la réalité d'un point de vue conceptuel. Hein. Donc, qui traite, on va dire, souvent du suprasensible, ce qu'il y a au-delà du règne sensible, au-delà du règne physique, au-delà de la physique, c'est ce que ça veut dire métaphysique. Donc, par exemple, de l'âme, mais aussi des objets, des concepts, du divin, c'est le cas des métaphysiques théistes. Mais ce qui caractérise peut-être la métaphysique, ça peut être ces dualités. Ces dualités suprasensibles murant comme toile de fond nos raisonnements. Nature-culture, sensible, intelligible,
euh, on va dire, corps-esprit, on pourrait dire aussi, et une dualité métaphysique que Derrida va interroger, c'est celle de parole-écriture, même une hiérarchie de la parole sur l'écriture, hein. Euh, donc tout univers de signification est comme emboîté dans des cadres contextuels, des cadres de cadres, il dit, qui entravent à la mise en évidence d'un trait caractéristique sur un autre. Par exemple, lorsqu'on veut comprendre un texte d'un écrivain, hein, on peut prendre Proust ou un autre, euh, eh bien, il y a tout un ensemble de manières d'interpréter le texte, de contextes d'interprétation euh, qui gênent, entravent à la mise en évidence d'un trait qui serait caractéristique sur un autre, euh, d'une caractéristique même du texte sur un autre, vu qu'un texte est toujours la composition d'autres textes, d'autres influences, etc. Donc on va voir un petit peu cette pensée assez complexe. Hum. Donc la déconstruction est d'abord sans doute un principe de ruine inscrit dans tout texte lors de son écriture. Donc c'est aussi une pratique de lecture, ce qu'il appelle aussi une découpe constituante des phénomènes du réel. Hein, la métaphore de l'écriture va être reprise, reprise tout le long de cet exposé. Euh, voilà, hein, on va parler des fois de lire le réel, c'est l'interpréter le texte, l'ensemble de significations produites de l'activité humaine. Donc, donc une découpe constituante des phénomènes du réel à partir d'une mise en lumière de ces contradictions internes. Hein, là, je ne vais pas développer sur ça parce que c'est assez compliqué, mais pour les puristes ou les connaisseurs en philosophie, la déconstruction s'arrête aux deux premiers moments de la dialectique hegelienne. Assume pleinement les contradictions sans chercher un Aufhebung, un dépassement. Donc si pour l'instant cette première approximation du geste déconstructionniste paraît un petit peu ambiguë, bah, elle va s'éclairer avec le temps. Ce qui importe en un premier temps de saisissement intuitif de la théorie, entre guillemets, derridienne, est de se souvenir que ce contre quoi Derrida lutte en permanence est la présence. Hein. C'est-à-dire l'illusion selon laquelle toutes les choses environnantes, donc toutes les choses qui nous environnent, nous, humains, on pourrait dire, à la fois internes, hein, donc les phénomènes qui ont trait à notre psychologie, et à la fois aussi externes, donc tous les objets qui nous entourent, feraient l'objet d'une appropriation, pourraient faire l'objet d'une appropriation. Appropriation au sens de la propriété par l'humain. En fait, on pense posséder le monde. On pense posséder le monde, en réalité, c'est une illusion. Hein, cette possession du monde est une illusion. Cette connaissance que nous pensons avoir du monde est aussi une illusion. Pour Derrida, du moins, elle n'est rien par rapport à ce qu'est le monde en lui-même. Euh, Tout le travail de Derrida tend à montrer que toute la réalité se détourne de nous. En fait, dans la réalité, il n'y a ni cause, ni origine, ni pureté, ni simplicité. Rien dans le monde ne se donne à nous. Mais au contraire, tout est à venir, à-venir. Euh, lorsqu'on, lorsqu'on discute par exemple avec nos amis, nos voisins, etc., euh, les, les mots, ouais, les mots cet ami par exemple euh, nous transmet ne se donnent pas à nous. Il nécessite interprétation, il nécessite toujours. Il y a une dissimulation du sens en fait de ce que notre ami veut dire. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est donné dans le monde. Tout nécessite un effort, une interprétation profonde du sens. Ça c'est vraiment, j'allais dire essentiel, mais en tout cas principiel dans la pensée de Derrida. Il n'y a pas de pure présence à soi. Chaque fois que je pense, que j'agis, que je vis, que je suis ou j'entre dans le monde, en fait, je ne le suis jamais pleinement. Euh, je ne suis pas encore là puisque j'ai à venir à moi. Ça réfère encore une fois au fait que rien n'est donné. Lorsque je suis là en train de vous parler sur mon bureau de Derrida, euh, en réalité, je produis toujours un effort. À la fois, je produis un effort pour rendre mon propos intelligible, compréhensible par tous, mais vous produisez aussi un effort pour comprendre toute l'intention que je veux mettre dans mes propos. Hein, voilà. On dit que la pensée derridienne est une pensée d'être à être. Euh,
Voilà, en bref, il y a tout un ensemble de filtres, pour reprendre les termes de Derrida, d'intervalle ou d'absence, qui médiatisent notre rapport à la fois aux choses qui nous environnent, mais aussi à nous-mêmes. Nous ne connaissons pas, nous ne nous connaissons pas. Il y a une opacité, alors j'utilise ce terme, c'est pas un terme qu'emploie Derrida, mais je trouvais qu'il est assez, qui peut être une bonne porte d'entrée, mais il y a une opacité, une obscurité dans notre connaissance à nous-mêmes, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une évidence, hein, bien sûr, mais à prendre en compte et qui fonde toute la philosophie avec des guillemets de Derrida. De ce point de vue, on peut soutenir qu'il n'y a pas de présent, mais seulement des sortes de présent passé. En fait, lorsque je dis par exemple qu'il y a un présent, l'expression verbale de ce présent est déjà passée. Tout présent est tendu vers l'avenir, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, une intuition qu'on a tous, hein, d'ailleurs. C'est qu'il n'y a pas de présent à proprement parler. Il n'y a qu'un présent qui est tendu vers l'avenir. Il n'y a que des présents passés, en fait, même. À partir du moment où quelque chose est présent, il est déjà passé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est ce que Derrida va appeler des traces. On reviendra sur ce terme. Derrida écrit d'ailleurs: d'où que je sois, je suis peut-être aussi bien nulle part que quelque part. Hein, ça symbolise un petit peu poétiquement le déplacement permanent, une conception de la réalité comprenant une pensée de mouvement. Tout est mouvement, rien n'est fixe, rien n'est pur, rien n'est originel. Donc, nous allons continuer avec une introduction au geste déconstructionniste. Donc, toutes ces considérations nous conduisent vers ce que Derrida nomme la trace, pierre angulaire de sa pensée. En effet, il y a une expérience commune, universellement partagée, dont Derrida se sert pour fonder toute son étude déconstructionniste du réel. Avant d'aller plus loin, on peut rappeler quelques clés de lecture pertinentes pour comprendre sa pensée. Le philosophe commentateur Charles Ramond distingue deux acceptions de définitions différentes, certainement conciliables d'ailleurs, de la déconstruction. La première, celle d'un ouvrage qui s'appelle La Grammatologie, c'est la déconstruction comprise comme méthode d'écoute, comme lecture attentive faisant apparaître des contradictions. Hein, si vous connaissez un petit peu à la méthode socratique, la maïotique socratique. La seconde réfère à une pensée de l'événement sur laquelle nous revenons à toute fin de l'épisode, qui consiste à montrer qu'à chaque condition de possibilité, que certaines conditions de possibilité peuvent être aussi paradoxalement des conditions d'impossibilité. Je vais prendre un exemple très concret pour étayer le propos. L'école, par exemple, c'est à la fois une condition de possibilité pour certains d'une ascension sociale, hein, c'est-à-dire d'obtenir des postes prestigieux dans la société, de monter dans la hiérarchie, mais c'est aussi un vecteur de reproduction. Je vous renvoie d'ailleurs aux travaux fondateurs de Pierre Bourdieu sur ces questions. Donc certaines conditions de possibilité peuvent être aussi des conditions d'impossibilité. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir dans la deuxième pensée de la déconstruction de Jacques Derrida. Donc cet épisode porte prioritairement sur la première conception de la déconstruction, même si on va aborder brièvement la seconde. Donc cette expérience commune de la trace dont je faisais mention tout à l'heure pourrait être illustrée par un fait peut-être apodictique, en tout cas évident, que toute chose auquel nous avons affaire, qu'il s'agit de signes, de symboles, d'archives, d'enregistrements, de bibliothèques, de cimetières, de nos souvenirs, de disques durs, d'images, de sons délivrés par nos appareils électroniques, de souvenirs ou encore même des gens que nous rencontrons ainsi que nous-mêmes, ne sont pour ainsi dire que des traces qui, dès qu'elles apparaissent, témoignent déjà de leur disparition. Tout ce qui apparaît, en apparaissant, rappelle une disparition, rappelle qu'elles vont disparaître. En fait, si c'est évident, c'est connu de tous, nous vivons et nous nous mouvons même dans l'espace terrestre, hein, sur la Terre, hein, comme si ce n'était pas le cas. Comme si nous pouvions maîtriser notre présence à la réalité, notre rapport aux choses à nous-mêmes. L'idée, quand on dit à quelqu'un, par exemple, qu'il a toute la vie devant lui, comme si c'était quelque chose, comme si nous étions entièrement présents, encore une fois, au monde, que nous avions la vie devant nous. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien, on a aussi une absence par rapport à ça. Et c'est toute
toute l'inquiétude de la mort aussi, hein, qui parsème l'œuvre de Jacques Derrida. Donc cette expérience commune de la trace, euh, c'est quelque chose qui est fondamental euh, dans la philosophie de Derrida. Mais donc ce fantasme, encore une fois, de la présence dont je fais mention depuis tout à l'heure, se retrouve chez à la fois les mystiques qui voudraient voir au toucher Dieu, les mathématiciens qui voudraient trouver la solution à un problème directement, les amoureux qui voudraient toujours être euh, plus près l'un de l'autre, etc. En fait, cette absurdité d'une existence condamnée à s'éteindre, elle fait aussi traiter par le courant contemporain existentialiste, hein, on pense à Sartre, Kierkegaard, Camus, etc., ou bien encore les philosophies stoïciennes et épicuriennes. Mais l'originalité peut-être de la thèse de Derrida est que sa pensée ne cherche pas à trouver des solutions à ce problème, mais l'assume entièrement, même si ça mériterait évidemment un examen plus approfondi. Donc face à ce constat de la trace, le geste déconstructionniste se situe justement sur le terrain de l'absence, c'est-à-dire d'une pensée du dedans, pour reprendre l'expression de Merleau-Ponty, par laquelle toutes les oppositions métaphysiques sont neutralisées, absentes. Donc on parlait tout à l'heure des oppositions métaphysiques, en nature-culture, mais peut-être chaos-ordre, l'opposition métaphysique entre le chaos et l'ordre aussi, ça c'est quelque chose qui est toujours implicite à nos raisonnements. On va revenir sur une hiérarchie traditionnelle entre la parole et l'écriture, c'est vraiment sur ça que porte notre épisode. Dans l'écriture et la différence, notamment le passage Freud et la scène de l'écriture, Derrida illustre son propos en s'interrogeant sur l'effet de la subjectivité par rapport au texte, à la structure du texte. Il dit, je cite, le sujet de l'écriture n'existe pas si l'on entend par là quelque solitude souveraine de l'écrivain. Le sujet de l'écriture est un système de rapports entre couches du psychique, de la société, du monde. À l'intérieur de cette scène, la simplicité ponctuelle du sujet classique est introuvable. Voilà, ça c'est pour caractériser toute la pensée complexe de Derrida. Euh, Finalement, en fin de citation, la déconstruction recouvre effectivement une façon de lire le réel, mais aussi d'étudier l'histoire, sous l'angle d'un, je cite, dehors inqualifiable, innommable. C'est une, enfin, fin de citation, hein, c'est une façon aussi de déterminer ce que cette histoire a pu dissimuler ou interdire. Ça, c'est encore une fois une expression de Derrida que je reprends dans l'entretien, dans un des entretiens du livre Position, hein, que je mettrai en bibliographie. Une fois qu'on a compris tout ça, je vais aborder cette fois-ci une des parties les plus techniques de sa pensée. Je vais essayer de prendre du temps et d'expliquer tout ce que ça implique. Le cœur en fait de la thèse derridienne, on va régler la focale sur une thématique, sur la thématique principale, ce serait difficile à dire, mais en tout cas célèbre de, de sa pensée, hein. Euh, avant de continuer, de poursuivre, les termes de sens et de signification dans cet épisode sont usités d'une manière équivoque. Euh, Afin de ne pas complexiter la tâche ardue de rendre accessible la pensée derridienne à un large public. Ceci étant, il n'y a pas non plus stricte opposition pour Derrida, puisque ces deux acceptions se rejoignent dans la différence. La différence avec un A, je vais revenir sur ce terme. Donc, d'ailleurs, jusqu'ici, j'ai fait le choix de délibérer de ne pas aborder le concept ou l'anti-concept de différence dans le but de défricher progressivement les lignes de force de la pensée de notre auteur. Mais force est d'admettre qu'il est difficile, voire impossible, de traiter de la déconstruction sans mentionner ce concept phare, que dis-je indispensable, si l'on désire comprendre la thèse derridienne. Donc la suite de propos se concentrera sur sa conceptualisation de la communication pour enfin élargir sa thèse à l'événementialité et la spectralité en conclusion. Je reviendrai sur ces deux termes, hein, l'événementialité et la spectralité. Dans la grammatologie, Derrida écrit qu'il n'y a pas de hors-texte. Il n'y a pas de hors-texte. Cette formule, aussi étrange semble-t-elle, implique en vérité une généralisation de la notion de texte. Le texte ne doit plus être uniquement des traces sur du papier, parce que finalement l'écriture c'est une trace écrite.
On prend un stylo et puis on effectue des traits sur du papier ou pas seulement sur du papier d'ailleurs, mais sur un support quelconque. Hum. Donc Derrida généralise la notion de texte. On parle d'ailleurs même de textualité. Et il veut rappeler que tout texte, c'est ce que je disais tout à l'heure, est la transformation pratique d'un autre texte. Euh, mais que la signification du texte est intratextuelle. Euh, D'ailleurs, je vous renvoie aussi aux thèses foucaldiennes sur l'auteur, un texte qui s'appelle Qu'est-ce que l'auteur. C'est l'idée que n'importe quel texte, par exemple dans un livre, un article, n'importe quel type de support d'ailleurs, et même un texte oral, ne contient pas d'auteur. Ça renvoie au sujet, au sujet de l'écriture dont je parlais tout à l'heure. Euh, En fait, ça peut paraître assez déconcertant, mais, mais si on considère toutes les influences qui parcourent un texte, toutes ces influences dépassent quelque part l'intention qu'a voulu mettre un individu X qui a écrit le texte d'un point de vue factuel, il écrit le texte, mais en fait la signification et le sens de son texte euh, le dépasse l'intention qu'il a voulu y mettre au travers de multiples contextes d'interprétation. D'ailleurs, on va revenir sur la multiplicité de ces contextes qui est aussi assez essentiel pour comprendre la différence et la textualité. Mais voilà, tout texte est la transformation pratique d'un autre texte, qui est la transformation pratique d'un autre texte, qui est la transformation pratique d'un autre texte. Et on va dire à l'infini, en tout cas d'une manière indéterminée. Bon, avant de rentrer dans des considérations plus techniques, un petit rappel sur la notion de signe dans la linguistique et la sémiologie de Ferdinand Saussure peut s'avérer utile. Le signe linguistique est composé de deux éléments inséparables, un signifiant et un signifié. Le signifiant, c'est la forme acoustique ou graphique, acoustique entendre, graphique, le fait d'écrire le mot, la graphie. Graphique du mot, donc le signifiant c'est la forme acoustique et graphique du mot, c'est-à-dire la suite de sons ou de lettres qui composent un mot. Par exemple, pour le mot arbre, le signifiant est la suite de sons qui constituent arbre. Voilà. Le signifié, lui, c'est le concept ou l'idée auquel renvoie le signifiant. Pour le mot arbre, le signifié est l'image mentale ou le concept de l'arbre en tant qu'objet avec un tronc, des branches, des feuilles, etc. Notons que pour Saussure, le lien entre le signifiant et le signifié est arbitraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation naturelle ou nécessaire entre la forme du mot et le concept qu'il représente. Par exemple, il n'y a aucune raison intrinsèque pour laquelle le concept d'un arbre doit être représenté par le mot arbre en français ou tree en anglais avec mon accent détestable ou bien le mot en allemand. Aussi, aucune écriture n'est purement phonétique. Par l'espacement nécessaire entre les signes parlés ou écrits, la ponctuation, les intervalles, les silences. Là, je laisse un ensemble de silences, d'absences même, dans ce que je vous dis, qui sont nécessaires à la compréhension de ce que je vous dis en fait. Mais tous ces silences sont pas nécessaires, mais en tout cas constituent les conditions de possibilité de l'écriture. Un passage écrit par Derrida pour répondre au philosophe du langage John Searle, membre du courant analytique. Je vous renvoie à la vidéo de présentation où on parle de cette distinction analytique continentale. Éclaire la position de Derrida à ce sujet. L'intuition commune à propos de la communication semble correspondre à la thèse de Condillac, mais pas seulement, selon laquelle on pense, ensuite on communique oralement ce qu'on a pensé, ce qu'on pense, et ensuite on écrit ce qu'on a communiqué oralement. Donc selon ce modèle, il y a une hiérarchie pensée, communication orale, écriture. Mais si l'écriture est une trace, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, un tracé sur un support quelconque, mais pas que, le support peut être aussi quelque part
l'air, l'atmosphère en fait. Lorsque je parle, bah, il y a un support. hein, euh, euh, le, 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 le- le support étant l'atmosphère, étant tout ça. Mais si l'écriture est une trace, elle suppose pour être reconnue en tant que telle une possibilité de l'absence du destinataire. Derrida dit qu'il faut qu'elle soit répétable, l'écriture, il faut qu'elle soit répétable, ou il dit même itérable, en l'absence absolue du destinataire ou de l'ensemble empiriquement déterminable du destinataire. Euh, Autrement dit, l'écriture, dans la conception de Derrida, n'est plus un simple support ou une transcription de contenu signifié. Elle est conçue selon sa condition de possibilité itérable. Itérable, ça veut dire répétition altérante. Sa condition de possibilité itérable qui altère le signe lui-même et sépare l'intention signifiante d'un contenu, le vouloir dire, ce qu'on veut mettre dans le contenu qu'on exprime, qu'il soit oral ou écrit, et diffère. Donc cette condition de possibilité itérable, elle sépare donc le vouloir dire d'un contenu signifié, qu'il soit oral ou écrit, mais diffère aussi la signification de l'intention signifiante d'un contenu. Exprimé plus simplement, cela signifie que la caractéristique fondamentale de l'écriture, pour que l'écriture puisse être nommée comme telle, c'est l'absence possible du destinataire. Son autonomie par rapport à ce dernier, autonomie qui s'illustre par le fait que dans la façon qu'un individu B, par exemple, va recevoir le contenu signifié, le message d'un individu A, eh bien, euh, la façon, encore une fois, la façon dont l'individu A va recevoir le contenu de l'individu B, bah, ça dépasse en fait le vouloir dire de celui qui a émis le message. En fait, on ne connaît jamais ni la portée de notre énoncé, qu'il soit écrit ou oral, ni même si notre correspondant comprend la signification de ce qu'on veut lui communiquer dans ce qu'on lui communique, voire même s'il est réceptif. Je reviendrai plus tardivement sur cet exemple. Mais Derrida exprime ce phénomène par ce qu'il nomme la structure d'itération. Cette structure réfère au déplacement de la signification entre l'émission du message communiqué et sa réception. Ce processus même est appelé par Derrida la différence, avec un A. Euh, Lorsque je communique, euh, on va dire, un message à, je sais pas, un ami, etc., euh, bah, j'ai eu, comme dirait Zanetti, j'ai un vouloir dire, j'ai une intentionnalité, enfin, je veux communiquer un vouloir dire. Mais en fait, euh, lorsque je communique ce vouloir dire, j'ai finalement pas de prise sur ce que l'autre va comprendre. J'ai pas de prise réelle sur ce que l'autre va comprendre. Il peut comprendre tout autre chose que ce que je lui dis au travers de son contexte d'interprétation. Si jamais il n'est pas dans le bon contexte d'interprétation, si on n'est pas sur la même longueur d'onde en termes, non seulement en termes de registre, si jamais moi je lui parle de la boulangerie et que lui voit pas que je lui parle de la boulangerie et comprend que je lui parle de la Fnac, pour prendre vraiment un exemple un peu bateau, bah, il va y avoir une opacité, il va y avoir un déplacement de la signification de ce que je lui dis. Et ce déplacement même est appelé par Derrida la différence. Différence avec un A. Euh, donc une écriture n'est jamais hors contexte. Pour les raisons que j'ai déjà dites au début de l'exposé. Tout se situe dans un contexte en réalité. Il y a des contextes partout. Ils ne se donnent pas à nous par contre. Mais cette multiplicité de contextes par lesquels on peut saisir la signification d'une trace écrite fait, je cite, qu'il n'y a que des contextes sans aucun centre d'ancrage absolu. Fin de citation. Les conséquences d'une telle conception de l'écriture impliquent très logiquement que la transmission d'un message signifié d'un contexte à un autre, et ainsi de suite, de transmission et de réception, fait qu'il n'existe pas de sens propre de l'énoncé. Car la signification de l'énoncé n'advient qu'en s'altérant, qu'en changeant de contexte. Ça, c'est vraiment particulier. Lorsqu'on exprime quelque chose à quelqu'un, je reprends l'exemple oral, mais ça peut très bien être écrit aussi. Je suis finalement dans la hiérarchie traditionnelle parole-écriture que Derrida veut.
veut dénoncer, mais lorsque j'exprime quelque chose à quelqu'un, ce quelqu'un ne va pas savoir ce qui est important pour moi dans ce que je lui exprime. J'aurais beau lui dire euh, le chat est noir et je veux accentuer et j'exprime après cette phrase le chat est noir que ce qui est important c'est le qualificatif noir du chat, bah, j'aurais beau lui exprimer ça, la personne n'aura jamais la certitude absolue que c'est vraiment ce qu'il y a d'important, non seulement dans mon énoncé, d'ailleurs plus dans mon énoncé que dans l'intention que je veux mettre dans cet énoncé. Euh, voilà, on aborde vraiment des points assez techniques là, donc c'est pas grave si tout n'est pas très clair, hein. La pensée Derrida est infiniment compliquée. Je sais pas pourquoi j'ai voulu commencer par le podcast par ça, mais bon, on va continuer. Mais je la trouve vraiment intéressante quand même, pour, euh, pour les raisons que je continuerai à énoncer. Signer un texte, par exemple, lorsqu'on signe un document papier, numérique, administratif, hein, voilà, revient littéralement à marquer d'une présence métaphysique à soi par rapport à une trace écrite. Une présence illusoire, vu que le signe que l'on signe sur le papier administratif, hein, le signe, ça, ça rentre un petit peu en décalage avec ce qui est énoncé. Car ce qui est énoncé sur le document papier que l'on signe, si admettons c'est nous qui en sommes euh, le dépositaire, l'auteur, même si ce terme pose problème, bah, ça excède toujours l'intention du sujet qu'il énonce. Euh, la signification du texte, hein, excède toujours le vouloir dire par littérabilité. Littérabilité, c'est cette répétition de la signification d'un terme, par exemple, mais d'une manière différente dans un autre contexte. Euh, voilà, je reprends un exemple. Si je prends l'exemple du mot, je sais pas moi, un livre, par exemple, bah, un livre peut être interprété de multiples manières suivant les contextes. Et si je veux mettre dans mon intention qu'un livre, ça correspond à un objet rectangulaire, rouge, voilà, bah, suivant un autre contexte, j'aurais pas de prise réelle sur la manière dont on va l'interpréter un autre auteur, enfin un autre individu. Ça, c'est vraiment assez déconcertant, hein. Il y a tout un ensemble d'absences en fait qui structurent la communication et on peut pas y faire grand-chose. Mais bon, central dans la déconstruction, la différence donc avec un A, donc je vais revenir sur ce terme, hein, c'est la différence avec un A renvoie à un mouvement actif, productif des différences spatiales et temporelles dans un système donné. Bon, la différence avec un A, concrètement, c'est pour une signification textuelle, le fait même de différer, le déplacement de l'origine de signification elle-même vers un autre contexte. La différence, c'est un terme composé. Composé sur le participe présent, ce qui est différent, différent, et le qualificatif différent avec un E. C'est en fait quand on parle d'une différence avec un E, c'est une différence quelque part qui est accomplie. Alors que la différence avec un A, c'est le fait même que cette différence s'accomplisse. Oui, si c'est un petit peu compliqué, mais euh, la différence avec un A, du coup, décentre l'origine de signification elle-même. Elle la déplace. Toute conception de l'écriture par Derrida bat en brèche cette hiérarchie traditionnelle dont on a fait mention tout à l'heure avec Condillac, cette hiérarchie traditionnelle entre parole et écriture. Cette conception de l'écriture, on l'appelle archi-écriture. L'archi-écriture désigne effectivement que toute communication orale ou écrite se fait non plus sur le modèle de la présence, à nous-mêmes et à l'autre, mais dépend d'une condition de possibilité particulière, l'absence. L'écriture n'est plus définie comme transcription spatiale et temporelle. Hein, on dit ordinairement que la parole utile à des interlocuteurs présents l'un à l'autre, présents même physiquement, hein, on va dire, prime sur l'écriture, pensée comme secondaire, secondarité. Euh, eh bien, l'écriture subsiste à la parole dans la mesure où une lettre, par exemple, porte plus loin. Donc, hop, la dimension spatiale porte plus loin d'un point de vue spatial, mais aussi pendant plus de temps. On dit les écrits restent.
hop, la dimension temporelle. Donc, l'écriture n'est plus définie seulement dans ces dimensions, dans cette transcription spatiale et temporelle. Il y a toujours cette dimension spatiale et temporelle, mais c'est plus seulement une transcription. On prend un exemple simple. Le modèle de la communication dans l'absence, c'est plus le modèle de l'écriture, mais de l'archi-écriture. Toute communication est en fait une forme de lettre, une forme d'écriture, comme dirait Derrida, une forme de carte postale. Hein. Il publie d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle La carte postale. Quand on communique, quand on communique à quelqu'un une substance d'expression, pour reprendre les termes de Saussure, que reprend d'ailleurs Derrida, quand on communique quelque chose à quelqu'un, c'est comme si on lui envoyait une carte postale. On ne connaît pas la portée de ce qu'on lui communique. Encore une fois, que ce soit sous une forme orale ou un texto qu'on envoie à un ami. Hein. On ne connaît pas la portée de notre propos. On ne sait pas non plus si la personne va le recevoir, si est réceptive, peut le recevoir à un moment où on lui envoie, et si même elle va le recevoir dans l'intention qu'on lui donne. Si elle va si elle va le comprendre comme on veut qu'elle le comprenne, ce propos. Derrida nous invite à concevoir une distance originaire dans ces échanges de signification, qu'il appellera par la suite la différence. C'est ça la différence. Ça désigne tout autant l'universalité du modèle de l'archi-écriture, mais aussi de la trace. On parle aussi d'archi-trace. En fait, l'écriture, c'est une trace, hein, c'est une trace écrite. Mais il y a vraiment toute une métaphore hein, là-dedans. On aborderai ça plus tard, hein, mais on dit aussi que Marc Goldschmidt a une formulation que j'aime bien sur ça. Il dit que la vie, c'est l'écriture de la mort. C'est pour parler de l'anthologie de Derrida. Ça, c'est un mot qui fait un peu peur parce qu'il y a l'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être, depuis Aristote, et anthologie pour envoyer. Il fait un jeu de mots en fait entre ce qui est hanté, comme un fantôme. Ça renvoie au spectre. Hein. Je vais revenir sur le spectre tout à l'heure. Mais bon, lorsqu'un individu A s'exprime ou communique envers un individu B, il y a en réalité tout un ensemble d'éléments intermédiaires qui vont obscurcir la clarté et la recevabilité du message communiqué, puisque la personne à qui on s'adresse peut penser à autre chose, elle peut rêvasser, elle peut ne pas comprendre, elle peut faire son courrier sur son ordinateur, son téléphone, et même par rapport à nous-mêmes. En fait, nous sommes pour l'essentiel inconnus, car on ne peut pas savoir comment nous réagirions dans telle ou telle circonstance avec précision. Autrement dit, il y a toujours une opacité dans notre rapport à soi, à nous-mêmes, et à l'autre, ce qui induit une absence. Nous sommes absents à nous-mêmes. Ça, c'est vraiment particulier. Hein. On est absent à nous-mêmes. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas, et c'est bien... malgré le fait qu'on veuille se connaître, on ne se connaît pas. Il y a une absence qui réside. C'est d'ailleurs assez étrange, finalement. On pourrait penser que c'est très étrange. Qu'on ne se connaît pas. Comment ça se fait qu'on ne se connaît pas? On connaît quelques trucs sur nous. On connaît notre tempérament, etc. Déjà, on le connaît au travers du regard des autres, surtout aussi. Mais, comme dirait Zimmel, on ne sommes que des fragments de nous-mêmes. Mais ça, c'est vraiment particulier. Si tout ce que je viens de vous dire paraît un petit peu inintelligible, incompréhensible, l'important est surtout de retenir que Derrida montre que le langage est toujours transformé par l'écriture. On pense comme on écrit, selon une représentation graphique. Il n'y a donc pas d'autonomie de l'oralité sur l'écriture. L'archi-écriture précède donc le logocentrisme et le phonocentrisme. Hein, c'est le primat de la parole sur l'écriture. Le fait qu'on considère plus importante la parole vive, etc., sur l'écriture qu'on va considérer comme morte symboliquement. Bref, tout le paradoxe de l'écriture est qu'elle semble extérieure à la parole, mais en constitue pourtant son intériorité. Derrida écrit dans la grammatologie, la phoné est toujours déjà investie dans la spécialité du graphème. Voilà. C'est une phrase un petit peu compliquée, mais qui résume un peu ce qu'on a dit. Promptement, on peut ajouter à tout cela que pour Derrida, dans un cadre discursif écrit ou parlé, on ne peut ignorer qu'un signe en renvoie toujours à un autre, et dont aucun n'est pleinement présent en tant que tel. Tout graphème ou phonème, hein, je vous laisserai regarder ce que ça signifie, mais c'est un petit peu graphème ou phonème. Hein. Il y a une graphie, vous voyez ce que ça veut dire la graphie, et la phonétique, phonème. C'est l'ensemble de sons, en fait, pour le dire rapidement,
qui constitue une parole, voilà, pour le dire de manière extrêmement simple. Mais tout graphème ou phonème se constitue par rapport à la trace d'un autre élément du même type. En fait, tout cet enchaînement produit ce que Derrida va nommer le texte. Lui-même, la transformation d'un autre, et ainsi de suite. Le texte constitue un ensemble de significations toujours en déplacement, itérable, comme dit Derrida. Il n'y a pas de fixité en fait dans la signification du texte. On ne peut pas capturer le sens, la signification d'un texte, qu'il soit oral ou écrit, puisque celui-ci se déplace en permanence suivant le nombre de contextes d'interprétation qu'il peut y avoir. Et il y en a beaucoup des contextes d'interprétation. Hein. Il y en a une infinité en fait. Euh, Au cours, donc là on est dans la phase de la conclusion hein, de cet épisode, mais au cours des œuvres de fin de vie, Derrida travaillera sur la notion d'événement, qu'on peut définir comme l'impossible qui arrive. Par définition, un événement est singulier, imprévisible. Sinon on parlerait de calcul en fait, de prédiction. Et on peut lier cette idée avec la spectralité. Le spectre, fantôme, ou même on parlera de revenance ou de revenant, c'est une entité qui répète une existence mais d'une manière différente. Les images de nous sur notre téléphone sont des spectres de nous. C'est déjà plus nous. Euh, le nous qu'il y a sur une photographie, que ce soit en papier, qu'elle soit papier ou numérique, c'est déjà plus nous. C'est déjà une autre version de nous qui nous rappelle aussi notre finitude d'ailleurs, mais qui va nous survivre. Survivre. Euh, C'est-à-dire vivre plus que de vivant. Hein. Il joue aussi un petit peu avec les mots sur survivre. Euh, L'événement, il est condamné à s'effacer quasiment dès son arrivée. Il se déréalise en devenant simulacre de lui-même par sa répétition à travers l'information technique. Une guerre, la guerre du Golfe par exemple, hein, exemple que prend Jean Baudrillard aussi, euh, eh bien elle va être archivable, elle va être archivée. Et c'est déjà plus la guerre qui a eu lieu, c'est déjà plus l'événement, hein, 14-18 ou même 14-18 par exemple, ouais. C'est déjà plus, voilà, c'est déjà plus 14-18. Lorsqu'on regarde un documentaire de 14-18, le 14-18 qu'on voit dans le documentaire, c'est déjà plus 14-18. C'est déjà plus l'événement en fait. Une photographie, hein, voilà, reproduite à l'infini de nous n'est pas pour autant nous. Hein, c'est un spectre de nous. La technique, donc photographie, enregistrement sonore, télévision, mais aussi la parole vive, fait passer l'avenir avant le passé et inversement. Les spectres, ou revenants, apparaissent dès qu'il y a une image, par exemple d'un humain qui succède à sa mort, parce que ce que Derrida appelle un effet de Home. Hein, c'est tout ça. Ça renvoie encore une fois à cette survie. On va pas rentrer dans ces détails maintenant, qui nécessiteraient quand même de longs développements, et c'était pas le cœur de notre propos. Je voulais quand même introduire à toute cette pensée du sens et de la signification du philosophe Jacques Derrida. Mais pour le mot de la fin, on peut retenir que Jacques Derrida, c'est un penseur original de par sa transgression des frontières disciplinaires, hein, littérature, philosophie, sciences humaines et sociales. D'ailleurs, pour faire une rapide digression, Judith Butler, dans ses travaux, dans le travaux le plus célèbre est Troubles dans le genre, où elle théorise ce qu'elle appelle l'hétéronormativité, Judith Butler s'inspire de Derrida, hein, s'inspire de Derrida, une dualité oppressive célèbre, c'est celle du patriarcat, celle de la domination masculine, euh, de, euh, de la distinction de genre entre hommes et femmes et hommes, avec un ascendant symbolique, malheureux d'ailleurs, de l'homme sur la femme. Euh, ça fait partie de la déconstruction de travailler sur les marges de ces oppositions, de considérer aucune opposition euh, comme se suffisant d'elle-même, comme pure, comme originelle, mais plutôt de travailler à les détricoter, les déficeler, les déconstruire. Déconstruire, c'est un terme composé. Ça renvoie à détruire et construire. C'est pour ça qu'il parle de découpe constituante, découpe structurante. C'est en déconstruisant, par exemple, l'opposition homme-femme, bah, on se rend compte que le genre est une construction sociale. Euh, que finalement, une diversité de manières d'incarner un homme, une femme. C'est ce que montre
C'est ce que montre Judith Butler dans Le trouble dans le genre. Mais la perspective ouverte, en fait, par la déconstruction, consiste à penser, donc ce que je dis tout à l'heure, c'est la vie comme écriture de la mort, selon la formulation de Mark Goldschmidt. L'apparition des phénomènes se conjugue conditionnellement avec leur disparition. Voilà. Toute la phénoménalité des êtres est la trace. Tout ce qui apparaît, en apparaissant, c'est déjà le signe d'une disparition, en fait. La mort est contenue dans la vie. Vous voyez, même cette distinction mort-vie, elle est poreuse. Elle est réellement poreuse. Comment on peut la penser un petit peu poreuse, cette distinction? Bah, la notion de spectre ou de spectralité. Est-ce qu'un mort, un proche par exemple, un proche qui est décédé, voilà. On a par exemple une personne, un cousin, bref, qui est cousin-cousine qui est décédé. Est-ce que ce cousin-cousine qui est mort est réellement mort? Est-ce qu'on n'en entend plus parler? En fait, non. Ce cousin, cette cousine est encore existant sous une forme spectrale, sous la forme d'un souvenir. Sous la forme d'un souvenir, sous la forme d'une photo. Donc là, on renvoie à la dimension technique, mais la mort elle-même n'est même pas la mort, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui survit toujours à la mort, par le biais de la technique, mais par le biais de la mémoire collective. Les morts de la bataille de Verdun, par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, d'important dans la pensée de Derrida, même si, en disant même que c'est important, je contredis la démarche de Derrida qui consiste à exprimer que rien n'est important. Il est dans un relativisme, en fait, un petit peu. Je ne sais pas si ce mot serait adéquat, là, à vérifier. Hein, je vous enjoins à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous dis, mais mon interprétation plus personnelle, on va dire, c'est vrai que Derrida est dans une espèce de relativisme de ce qui est important ou non, mais relativisme qui rend compte quand même de la complexité du réel. C'est ça que je trouve le plus intéressant. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, alors qui portera, il me semble que Quentin veut réaliser un épisode sur la nature, la notion de nature, et en ce qui me concerne, je traiterai du néolibéralisme, vu sous l'angle de Michel Foucault et de Pierre Bourdieu, donc un dialogue. Je me fonderai d'ailleurs sur un livre de Christian Laval, sociologue et philosophe. En attendant, comme le dit Nietzsche, dans Humain trop humain, je voudrais terminer sur une petite citation. On nous reste philosophe, pour autant que l'on garde le silence. Merci à tous.